Donc je vais vous parler pendant un quart d'heure de la leptospirose en santé humaine. Alors déjà un petit mot d'histoire. La leptospirose en santé humaine, alors je ne connais pas la littérature vétérinaire, désolé. En santé humaine, on appelle ça aussi la maladie de Weil, du fait de cet Allemand, Adolf Weil, qui a décrit la maladie il y a 140 ans dans sa forme ictéro-hémorragique. Après, ce sont des Japonais qui ont décrit l'agent pathogène. Vous voyez ici que un journal que nous on connaît bien, le Journal of Experimental Medicine, ça existait déjà en 1916. Et puis Louis Martin et Auguste Petit, ils ont mis au point le sérodiagnostic en 1918. Je ne vais pas revenir sur la classification des pathogènes parce que ça me paraissait déjà un peu compliqué et vu ce qu'on nous a dit tout à l'heure, je ne vais certainement pas y rentrer là-dedans. Alors, si ce n'est que nous, bon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est le sérogroupe des ictéro-hémorragiés, voilà, Grippo-Typhosa, Canicola, Australis, il y a des fois un peu du Pomona ou d'autres espèces, ou sérogroupe, mais voilà. Je ne vais pas rentrer dans la taxonomie du pathogène, que je ne connais pas bien d'ailleurs. Alors, je ne vais pas non plus faire des données, vous donner des données sur la leptospirose dans notre région, parce que je crois qu'on en parle après. Mais il faut savoir que c'est moins de 1000 cas en France métropolitaine par année. Mais par contre, c'est certainement une maladie sous-diagnostiquée partout dans le monde. C'est une zoonose bactérienne qu'on retrouve absolument partout dans le monde, mais qui se focalise beaucoup pour des raisons climatiques, bien sûr, dans la ceinture tropicale. Donc c'est plus d'1 million. Alors comme il y a certainement beaucoup de formes peu ou pas symptomatiques, et que deuxièmement, le diagnostic, c'est pas mieux que chez les vétérinaires, c'est assez difficile chez nous. Il y a certainement beaucoup de cas pour lesquels on passe à côté. Et donc, bon, voilà, ce qui est estimé, c'est à peu près un peu plus d'1 million de cas chaque année, une mortalité d'environ 60 000 personnes, ce qui fait une létalité, donc pourcentage de personnes qui vont mourir de la maladie alors qu'ils sont infectés, de l'ordre de 2 à 10%, donc aux alentours de 5-6, on va dire. On trouve donc cette maladie absolument partout, en Asie en particulier pour les gens qui travaillent dans les rizières, dans le Pacifique, l'Australie, l'océan Indien, l'Amérique, pas les États-Unis, enfin il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis. En Europe, il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi c'est un Allemand qui l'a décrit, mais il n'y en a pas beaucoup en Allemagne. Il y a juste 2 pays qui sont un petit peu concernés, c'est la France et la Grande-Bretagne. En France hexagonale, c'est environ 1 cas pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, même si nous, on en a un petit peu plus probablement que dans le reste de la France métropolitaine, voilà, si on en a 5 à 10 cas par an ou dont on entend parler, c'est déjà beaucoup. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de la leptospirose, ça c'est clair. Par contre, aux Antilles, dans les dom-toms, là, c'est pas la même histoire, c'est 50 à 100 fois plus fréquent qu'en métropole. Donc là, eux, ils connaissent très bien cette pathologie. La transmission à l'homme se fait d'abord par la pénétration du micro-organisme à travers soit une peau lésée, donc des plaies, des excoriations, des griffures, ou une peau macérée sur laquelle qui a été en contact avec un liquide biologique, de l'eau ou de la boue contaminée. Soit, alors ça je pense que c'est le mode de transmission le plus fréquent, soit par l'intermédiaire des muqueuses qui peuvent être totalement normales, les conjonctives, et puis quand il y a de l'inhalation d'eau par les voies aériennes. Donc la transmission, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas spécifique à l'homme, ça se fait par contact indirect au niveau d'un environnement qui est contaminé, donc de l'eau, de la boue, qui est contaminée par des urines à égalité de rats ou de bétail. Et il faut qu'il y a plusieurs circonstances qui expliquent un petit peu des flambées épidémiques. Alors c'est évidemment les catastrophes naturelles, les inondations. Il y a eu 10 à 15 fois plus de cas, par exemple après la destruction du barrage de Kakhovka par les Russes en Ukraine en 2022 ou 2023. Dans l'année qui a suivi, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu à peu près 10 ou 15 fois plus de cas. Donc il y a une exposition professionnelle ou liée au loisir, et puis évidemment des facteurs socio-économiques. Quand on habite dans des bidonvilles ou des endroits où l'assainissement n'est pas bon, vous imaginez bien que les eaux ravinées par la pluie ou je ne sais quelle inondation va augmenter le nombre de cas. Donc je crois qu'on va en parler aussi beaucoup après, qui ça concerne chez les hommes, ces gens qui travaillent dans les égouts, les ouvriers agricoles, les jardiniers, tous les gens qui travaillent, qui font du canyoning,
des trails dans la boue. Là, il y a des trucs exprès où on se roule dans la boue toute la journée. Pas mal de pêcheurs, peut-être plus que de chasseurs, puisqu'ils mettent souvent les pieds longtemps dans l'eau. Voilà, ils peuvent se faire blesser même à travers les bottes. On a eu un cas comme ça chez un patient qui avait été percé par une ronce contaminée à travers ses bottes en caoutchouc. Et donc ça, c'est le mode de contamination principal. Après, il peut y avoir un contact direct avec la bactérie ou un animal infecté. Donc là, bon, c'est plutôt des éleveurs, des vétérinaires, des employés d'abattoirs. Alors, je suis étonné, vu le nombre d'espèces et d'animaux qui ont l'air infectés, qu'il y ait finalement si peu de cas chez l'homme. Ou alors, c'est que vraiment, il y a beaucoup de cas qui passent totalement inaperçus. Parce que nous, on en a plein, des gens qui travaillent dans les abattoirs, près de chez nous. Il y a plein de vétérinaires, plein d'éleveurs. Bon, visiblement, ou alors ils se lavent très bien les mains. Le contact avec, la morsure par un animal infecté, ça doit exister, mais ça doit être assez rare. Et puis alors, parce qu'on est souvent appelé, après qu'un vétérinaire ait fait un diagnostic de leptospirose chez un chien, est-ce qu'on peut être contaminé par son chien ? Alors, moi, jamais j'ai entendu un cas où c'est arrivé. Je ne connais personne qui a décrit ça, mais peut-être que tout à l'heure on en parlera justement. Ce sera la première fois que j'entends parler de ça. Si on fait la littérature humaine, ça semble exceptionnel. Mais pas impossible en tout cas. Et contrairement aux animaux, il n'y a pas de transmission dans l'espèce, c'est-à-dire les vaches se contaminent entre elles, voilà. Mais non, les hommes, eux, ou alors là aussi, c'est vraiment exceptionnel qu'il y ait une transmission interhumaine. Donc c'est une maladie qui peut être classée professionnelle et qui a déclaration obligatoire de nouveau, puisqu'elle l'était jusqu'en 86, je crois, depuis août 2023. La physiopathologie, elle est liée, alors c'est pas du tout un truc anatomique, ou microscopique, c'est l'intelligence artificielle qui a trouvé que c'était sympa de représenter le leptospire comme ça. Mais ce qui fait la pathogénicité du microbe, c'est effectivement sa grande mobilité et puis son endoflagelle qui lui permet de traverser, de s'accrocher, de traverser les tissus et de passer dans la circulation sanguine. Et ensuite, grâce à des protéines de surface, d'aller adhérer à des cellules hôtes de la personne infectée. Et ce qui est assez remarquable et ce qui est assez rigolo, c'est que localement, à l'endroit où la bactérie va rentrer, il y a un système un peu d'échappement au système immunitaire de surveillance des cellules humaines. C'est assez drôle parce que ce sont des bacilles gram-négatifs, mais dont les liposaccharides ne sont pas reconnus par le système principal qui est le toll-like récepteur numéro 4. Et au contraire, une fois que la bactérie elle va avoir disséminé et atteint les organes cibles, au contraire, ça va engendrer un orage cytokinique qui est responsable de la gravité des formes cliniques. Donc après le passage transcutané ou transmuqueux, il y a une phase bactériémique, une dissémination par voie sanguine vers les organes cibles. Les organes cibles, sans surprise chez l'homme, c'est les reins, le foie, le système nerveux central et les poumons, parfois le cœur. Dans ces organes cibles, il va y avoir des lésions endothéliales et ça va provoquer une très grande inflammation, un orage cytokinique avec des cytokines pro-inflammatoires, et en particulier l'IL-6, des cytokines même anti-inflammatoires comme l'IL-10. Ça va entraîner de l'ischémie, de la nécrose tissulaire, et ce qui va être responsable des lésions rénales, hépatiques. Ça va entraîner des désordres de l'hémostase, et en particulier ça peut entraîner des coagulations intravasculaires disséminées, des hémorragies, en particulier dans les poumons, mais certainement aussi dans d'autres organes cibles. Et puis cette séquestration, un petit peu comme le paludisme, cette séquestration permet la prolifération des leptospires dans ces organes qui sont mal vascularisés. Si on ne meurt pas, il va y avoir à distance, à partir de J8, une réponse immunitaire qui est essentiellement humorale, donc avec des anticorps, qui sont des anticorps opsonisants, c'est-à-dire qu'ils vont, en se mettant sur la bactérie ou les cellules infectées, ils vont entraîner la phagocytose par les éléments, les monocytes macrophages ou les polynucléaires neutrophiles. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'immunité croisée entre les sérogroupes. Donc en théorie, on peut attraper plusieurs fois la leptospirose. Là encore, je n'ai jamais vu de quelqu'un qui a eu 2 fois la leptospirose, mais bon, ça doit être possible.
Cliniquement, après une incubation de 2 à 21 jours, en général dans les 2 semaines qui suivent, mais ça peut être un petit peu plus. Alors, soit il n'y a rien, ou en tout cas, ça n'aboutit pas à une consultation, à un diagnostic. Soit il y a des symptômes, et en général, ça commence assez brutalement. Dans la forme classique, dans plus de 80% des cas, c'est une forme modérée, peu ou pas ictérique, pseudo-grippale. Et mes maîtres à la faculté de Reims, ils appelaient ça la grippe d'été, parce que ça survient hors saison de la grippe. Ça ressemble à une grippe, et c'est plutôt lié l'été, lors des sports nautiques et compagnie. Ça se présente comme une fièvre assez marquée, des céphalées, il peut y avoir des vomissements, carrément un syndrome méningé. D'ailleurs, des fois, il y a une vraie méningite à liquide clair ou à formule lymphocytaire ou panachée. Il y a très classiquement des douleurs musculaires et articulaires, et en particulier au niveau des mollets. Alors, ça ne m'a jamais frappé, mais bon, il paraît-il, c'est très évocateur. Les gens, ils se tiennent les mollets, ils ont mal aux mollets. Bon, ok. Il peut y avoir une conjonctivite et un exanthème morbilliforme et une hypertrophie des organes lymphoïdes, hépatosplénomégalie. Donc ça, c'est la forme habituelle. Elle peut guérir toute seule, mais en général, c'est rare que les gens n'aient pas un coup d'antibiotique avec un tableau pareil, ce qui va sûrement les sauver. Alors, dans la forme grave, c'est à peu près 10% des cas. À partir du 3e jour, là, ça se complique beaucoup. Les gens, ils deviennent jaunes, voire orange s'ils ont l'éruption disséminée. Ils ont des atteintes viscérales d'intensité variable et qui s'associent de manière assez variable également. Il y a une note hépatique avec un ictère. Une atteinte rénale, qui fait un peu évoquer le diagnostic en général, c'est une néphrite tubulo-interstitielle qui peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale aiguë, voire la dialyse. Il y a des atteintes du système nerveux central. Donc là, en dehors de la méningite qui était assez sympa, on peut avoir carrément une méningoencéphalie, des convulsions, des hémorragies intracérébrales. Au niveau des poumons, ça va de la pneumonie aux grandes hémoptysies, au syndrome de détresse respiratoire aiguë et intubation, ventilation, voire ECMO. Des manifestations hémorragiques, cutanéo-muqueuses et certainement dans les viscères également. Et puis alors, de temps en temps, en plus du choc septique, éventuellement du choc hémorragique, il peut y avoir un choc cardiogénique avec une myocardite. Alors, les autres choses qui sont assez classiques, et en particulier une qui a l'air d'augmenter dans la littérature, c'est la pancréatite nécrotique, nécrosante, voilà, qui n'est pas non plus très sympa. Alors voilà, là c'est un peu compliqué de sortir de ce pas. Vous voyez ici l'ictère et puis les suffusions un peu hémorragiques au niveau des yeux, et avec il peut y avoir une éruption en plus, on appelle ça un ictère flamboyant. Donc, en général, on va mourir du poumon, des reins, du cerveau, si on n'est pas dialysé les reins, éventuellement du cœur et des troubles de la coagulation, pas de défaillance hépatique en général. Alors, quelques petits points que je voulais aborder. Les diagnostics différentiels pour l'homme. Alors, au début, ça peut passer pour une pyélonéphrite, une hépatite X ou Y. Mais ce qui est un petit peu plus... dès qu'on fait des examens, on va se rendre compte si oui ou non il y a ces pathologies-là. On va les éliminer assez rapidement. Après, des questions qu'on se pose assez classiquement, et c'est un peu d'actualité, c'est le hantavirus qui donne vraiment l'atteinte rénale, lui, plus que hépatique, c'est plutôt rénal, une atteinte rénale. Mais on a vu aussi que avec la forme, dans l'actualité, avec la forme de l'Amérique du Sud, il y a aussi des atteintes pulmonaires. Hein. Et puis nous, la question qu'on va se poser aussi, c'est la fièvre Q ou certaines rickettsioses, avec plutôt une atteinte hépatique, et puis un tableau comme ça de maux de tête, de forte fièvre, etc. Alors, s'il y a un séjour tropical, mais peut-être que bientôt on sera nous-mêmes de nouveau touchés par le paludisme, comme il y a un peu plus d'un siècle, on peut évoquer effectivement, ça peut ressembler à un paludisme, une arbovirose, voire des fièvres hémorragiques, parce que bon, là aussi c'est de l'actualité. Donc ça peut passer pour un tableau comme ça de fièvre hémorragique. Alors, deuxième petit point sur lequel je voulais insister, c'est la réaction de Jari-Scheimer, c'est-à-dire une exacerbation, on se voit dans la syphilis et dans les autres maladies avec des spirochètes. C'est une exacerbation qui survient dans les heures qui suivent l'antibiothérapie par la destruction des spirochètes. Et ça va aggraver alors éventuellement l'éruption, mais surtout la fièvre, les frissons, ça peut même donner de l'hypotension. Et ça, c'est à peu près 20% des cas. Alors moi, j'en ai jamais vu non plus, mais bon, c'est assez classique en Asie en particulier.
Et puis alors, un truc qui m'a intéressé tout à l'heure, là, c'est les complications et séquelles tardives qui sont très très mal connues de mes collègues, en tout cas, ça c'est sûr, parce que moi-même, je ne l'avais jamais remarqué dans la littérature. Il y a jusqu'à 40% de gens qui vont faire une uvéite plusieurs mois, voire plusieurs années suivant une leptospirose. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup des leptospiroses et on les revoit jamais à distance. Mais là, ça a l'air d'être extrêmement fréquent, ces uvéites. Elles peuvent être unilatérales, bilatérales, antérieures ou des pan-uvéites. Et on ne sait pas très bien le mécanisme, mais on retrouve des fois des bactéries dans le liquide vitré. Et puis, il y a en Asie en particulier, c'est décrit comme étant un facteur de risque d'insuffisance rénale chronique. Ça augmente de 3 à 4 fois le risque d'insuffisance rénale chronique à distance. Donc, séquelles probablement de l'atteinte rénale initiale. Donc, le diagnostic de présomption, alors nous, ce qui est vraiment très évocateur pour nous, c'est qu'on a une polynucléose neutrophile qui fait très bactérienne, et en même temps une thrombopénie qui peut faire penser à un palu ou une infection virale. Alors ça, c'est vraiment typique. Dès qu'on a ça avec de la fièvre, on va évoquer le diagnostic, surtout s'il y a une touche hépatique, un peu d'ictère, ou de cytolyse ou une rhabdomyolyse, et puis surtout s'il y a une petite atteinte rénale débutante. Ça peut être simplement une petite hématurie microscopique. Bon, évidemment, s'il a l'insuffisance rénale aiguë, c'est plus facile de l'évoquer. Mais une petite hématurie, une petite atteinte rénale, une polynucléose neutrophile avec la thrombopénie, c'est vraiment hyper évocateur de ce diagnostic. Alors, comme tout à l'heure, on a vu, on peut faire de la PCR plutôt dans le sang au début, mais dans les urines peut-être un peu plus tard. Mais essentiellement dans la première semaine, il faut le faire dans le sang. Après le 6-7e jour, on peut commencer à faire les deux, la PCR dans le sang ou les urines et puis la sérologie. Alors on a des tests ELISA qui ne sont pas très performants. Et puis on a toujours la microagglutination, mais là il faut l'envoyer au CNR. Et au-delà de J10, on peut faire des tests sérologiques, c'est-à-dire montrer qu'il y a une ascension des anticorps comme dans les troupeaux tout à l'heure, à 15 jours d'intervalle. Mais là, encore une fois, c'est vraiment de la spécialité, c'est le CNR qui s'en occupe. Et puis, la culture, là, on n'en parle pas du tout, parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de labos qui savent le faire, mais nous, on ne le fait jamais. Enfin, si, peut-être les bactériaux qui sont là, ils vont nous dire qu'ils envoient régulièrement. Non, vous n'envoyez pas. D'accord, donc on ne s'en occupe pas. Pour le traitement, alors pour nous, c'est très très simple. Les leptospires, les spirochètes en général, ils sont sensibles à toutes les pénicillines, les céphalosporines, les macrolides et les cyclines. Donc ça ne nous pose aucun souci. C'est bien rare qu'un patient fébrile arrive chez nous en n'ayant pas reçu au moins 1 gramme de rocéphine. Donc le problème est déjà réglé en général. La confirmation diagnostique, on ne l'attend pas parce que c'est souvent un diagnostic a posteriori quand on reçoit les microagglutinations 1 mois après, si on fait le deuxième prélèvement, parce qu'en général, ils rentrent chez eux et on ne les revoit plus. Et puis, bien sûr, je ne vous parle pas de la réanimation, de la dialyse, quand ça, dans les formes compliquées, ça peut être une période assez difficile pour les patients. Le traitement, c'est l'amoxicilline 7 jours ou la doxycycline 7 jours. Ou des schémas courts avec la ceftriaxone et l'azithromycine, donc un macrolide et une céphalosporine injectable. Et puis dans les formes graves, ils préfèrent la ceftriaxone à la doxycycline en deuxième intention. La prévention, alors on va en parler plus tôt tout à l'heure, la lutte contre les rongeurs, les épis, le matériel de protection individuelle, port de masque, bottes, etc. Éviter de se baigner dans l'eau contaminée. Si on le fait, se désinfecter toute plaie ou égratignure. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une prophylaxie pré-exposition. C'est-à-dire qu'en cas d'exposition vraiment prévisible, de durée limitée et avec un haut risque de contamination, on peut donner de la doxycycline 200 mg une fois par semaine, en plus du vaccin, parce que le vaccin, le spirolepte chez l'homme, on ne le fait pas très souvent et à des professions vraiment ciblées, et de toute façon, il va protéger que contre le sérogroupe ictéro-hémorragié. En plus, il faut faire des rappels tous les 2 ans, c'est pas très pratique, et ça ne vaccine pas contre toutes les formes. La prophylaxie post-exposition, après avoir fait un truc dans la boue, etc., ça ne se fait pas. Le seul cas où c'est accepté, c'est en cas d'exposition au laboratoire, pour les laboratoires spécialisés. Donc voilà, vraiment pour nous, ce qui est vraiment très évocateur, c'est un tableau grippal, en particulier s'il est hors saison, de la grippe, de la vraie grippe. L'exposition à l'eau stagnante, ça, il faut la rechercher. Le patient, il ne va pas nous le dire au début.
Or, jamais on demande s'ils ont eu un chien ou un rat malade, mais bon, voilà aussi. La question des animaux, c'est vraiment systématique chez les infectiologues. Donc, on cherche toujours qu'est-ce qu'ils ont les gens et quel âge ils ont les animaux. Donc ça, on pose toujours la question, de toute façon. Le fait d'avoir une polynucléose avec une thrombopénie, une petite touche hépatique, une petite touche rénale, et là, on met les antibiotiques tout de suite sans attendre le diagnostic. Voilà, quelques références, et je vous remercie pour votre attention. Et je peux répondre à quelques questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions ? On n'en voit pas tous les jours, hein. Ce n'est pas notre problème majeur, la leptospirose. Est-ce que la vaccination est encore recommandée aujourd'hui ? Parce que je sais que mes plongeurs du SDIS, on se posait la question s'il fallait les vacciner ou pas. Alors après, je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire. Je pense que c'est vraiment plutôt les médecins du travail qui savent s'il faut le faire pour telle ou telle chose. Mais moi, j'ai des patients qui travaillent dans les égouts. Oui, ils sont vaccinés, hein, ça c'est sûr. Ouais. Moi, j'avais une question sur les uvéites, parce que les ophtalmos, régulièrement dans le bilan d'uvéites, font la sérologie lepto. Et des fois, ils nous appellent justement parce que la sérologie est positive. Si la patiente n'a pas eu d'autres symptômes, fièvre et symptômes habituels, qu'est-ce qu'on fait en fait de cette uvéite ? Il faut qu'il fasse un diagnostic, il faut qu'il fasse un recueil de liquide vitré et faire de la PCR dessus. D'accord. Parce qu'on peut retrouver la bactérie dedans. Le mécanisme, il est pas très bien connu, mais c'est vrai que dans certains cas, ils trouvent en PCR la bactérie, et le traitement, c'est pour montrer qu'on ne sait pas du tout comment ça marche, c'est des corticoïdes et des antibiotiques en même temps. Mais donc on peut avoir des formes séquelaires. On peut avoir des formes séquelaires guéries. Moi, j'étais étonné par la fréquence, hein, ça a l'air d'être 40% des gens. Alors après, comment faire le diagnostic avec une maladie qu'on n'évoque pas très souvent en France mais effectivement, oui, ça fait partie des diagnostics qui sont faits un peu dans la liste des uvéites. Là, ils font à peu près tout. Et en tout cas, des gens qui nous sont référés pour une uvéite, moi, j'en ai jamais eu par les ophtalmos. Qui sont... pour une leptospirose. Moi, j'en ai eu une la semaine dernière, c'est pour ça que je pose la question. On m'a appelé pour une immunodéprimée qui est une uvéite et la sérologie est positive. Et cliniquement, en fait, à part l'uvéite, elle n'a rien d'autre, elle a eu rien d'autre. Alors, je ne connais pas du tout non plus la cinétique des anticorps chez ces patients-là. Mais bon, s'ils ont, dans certains cas, une infection persistante, peut-être qu'ils gardent des titres anticorps, c'est possible. Hein. Sur la dernière diapo, vous demandez aux patients s'ils ont des animaux, ça je comprends. Et c'est quoi l'âge des animaux ? J'ai pas compris. C'est pour les Bartonelles. Parce que c'est des petits chats qui transmettent les Bartonelles, même si les chats adultes ils peuvent en avoir. Ah d'accord, c'est pour d'autres patients. C'est très très souvent, c'est les maladies grippe du chat. Ouais. C'est très très souvent les jeunes chats. Alors peut-être que, parce que je crois qu'ils le gardent assez longtemps en fait la Bartonelle, mais peut-être que les petits chats ils griffent plus ou ils mordent plus, j'en sais rien, ou qu'on s'amuse plus avec un petit chat qu'un grand. Mais en tout cas pour nous c'est voilà. Et on interroge toujours pour savoir tous les animaux, les loisirs des patients. Donc on va changer un tout petit peu le programme. On va interroger tout de suite les deux personnes qui ont connu une leptospirose clinique et puis qui nous racontent un peu les symptômes, à quoi par rapport à ce qu'on vient de voir. Dans quelle case on peut te mettre ? Ouais, je vais me lever, être un peu plus visible. Non, c'est bon, merci. Bonsoir, donc je suis Sandrine Sicard, je suis vétérinaire en activité canine exclusive à Vierzon. Alors j'avoue, donc j'ai contracté la leptospirose en décembre 2027, donc c'était pas du tout saisonnier. 2017. En effet, moi j'ai eu un syndrome grippal. Et puis bon, comme on était en plein hiver, j'ai pas eu de doute sur une bonne grippe. Et puis donc courbature, pas mal de... Alors miel, je sais plus, je m'en souviens pas si j'avais particulièrement mal au mollet, j'avais mal un peu partout. Et avec des pics de fièvre quand même réguliers, mais bon, ça faisait vraiment bonne grippe. Bon, moi je continue à bosser, je me posais pas trop de questions, je me suis dit ça va passer. Et puis au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir des pétéchies. Je me suis dit, ça ressemble moins à une grippe, pétéchie. Et puis, j'avais
un gonflement abdominal avec des troubles digestifs. Donc là, ma mère qui est médecin, alors elle était loin, mais elle m'a dit « Oh, fais des prises de sang quand même, ça commence à être bizarre ton truc ». Et aux prises de sang, du coup, j'avais une petite atteinte hépatique, mais pas très sévère. J'avais pas du tout de jaunisse, pas de bilirubinémie. Par contre, j'avais une formule inflammatoire neutrophilique avec une thrombopénie et une CRP qui était bien explosée. Donc, alors c'était juste avant Noël, donc le labo le soir m'avait appelé en catastrophe. On m'a dit il faut que vous soyez hospitalisé, ça va pas du tout. Je dis ça va. Ça va. Bon, ça attendra lundi. Bon, au final, ça n'a pas trop attendu lundi, parce que du coup, le week-end de Noël, j'étais à 40 couchée. Et puis du coup, comme j'avais les médecins sur place avec la famille, ils m'ont mis sous antibio directement. Donc, grâce à mon mari, qui leur a évoqué la leptospirose, ils se sont dit, en effet, on va peut-être couvrir au cas où. Et du coup, j'ai été mise sous amoxicilline aciclavulanique pendant une semaine. Le lundi, j'ai fait les analyses labo. Et du coup, la sérologie s'est révélée positive pour la leptospirose. Et du coup, le laborantin, le médecin du laboratoire nous avait rappelé le médecin une semaine après en disant là, c'est bien de la leptospirose. Poursuivez après une semaine d'amoxicilline aciclavulanique de partir sur de la doxycycline pendant une bonne quinzaine de jours. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre. Mais voilà. Alors, moi, c'est vrai que j'étais du coup, en tant que véto, en plus gérante de la clinique, je m'étais rapprochée auprès de la médecine du travail pour justement voir, parce que du coup, je ne sais pas d'où venait la contamination. Enfin, pour moi, c'était plutôt par l'activité canine. Et en période hivernale, on a beaucoup de chiens de chasse. Et donc, ça va vite avec des petites plaies, les mains sèches, etc., avec les gants et tout qui assèchent, d'avoir une contamination par les urines du chien ou par le sang. Même si je me lave bien les mains. Et je ne fais pas du tout d'activité nautique. Enfin, voilà, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de rage. Enfin, j'en vois un peu à la clinique, mais là, pour le coup, je mets quand même souvent des gants parce que ce n'est pas très propre. Mais voilà, je ne vois pas d'autres contaminations à part par les chiens de chasse. Et à la médecine du travail, du coup, je m'étais dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier pour nos salariés, pour éviter qu'il y ait une prochaine personne qui attrape la leptospirose. Et là, on m'a dit, pas grand-chose. La vaccination dans votre métier, c'est pas intéressant, c'est compliqué, c'est lourd, vous êtes peu exposé. Et puis, voilà, parlez-en autour de vous. Et puis, voilà. Bon, alors c'est un peu dommage de s'arrêter là. Donc, quand moi, j'ai des nouveaux salariés, je leur parle un peu de la leptospirose en disant, déjà, faire bien attention dans la manipulation des animaux. Et puis, pour leur renforcer en disant si vous avez des syndromes grippaux et que ça dure, faites-vous tester quand même. Prévenez votre médecin que vous pouvez avoir attrapé la leptospirose. Parce que du coup, ça peut être quand même grave. Et je pense que là, une question de détection précoce peut être intéressante. Voilà. Les médecins, vous avez des questions pour madame? Alors, on va passer au deuxième témoin. Oui, merci. Merci pour le témoignage. Est-ce que tu sais quel sérogroupe? Non, j'ai pas su parce que du coup, j'ai été mise sous antibio rapidement. Et le lundi, j'ai appelé le labo en disant ça m'intéresserait de savoir le sérogroupe parce que pour le coup, ça me permettrait de savoir si ça pouvait être lié au chien. Ils m'ont dit si vous avez des urines avant mise sous antibio, non. Donc voilà. Ça s'est arrêté là sur la détection, on n'a pas pu savoir. Donc je sais pas. Alors peut-être par la symptomatique, je ne sais pas si les médecins pourraient s'orienter. Non, même pas. Il n'y avait pas d'atteinte rénale, mais après, il n'y avait pas de forme d'ictère non plus. On fait des tests urinaires? Non, j'avais pas fait de bandelette, donc je ne sais pas. Ils avaient dosé la créatinine, l'urée, voilà. Test de base. Mais... Merci beaucoup Sandrine. Tiens, je passe le micro à ton voisin. Oui, bonsoir. Donc moi je suis pisciculteur en Indre-et-Loire, donc pisciculteur éleveur de poissons, donc les mains dans l'eau toute la journée. Donc je fais des pêches d'étang. Voilà, donc c'est pas un éleveur de truites qui peut un petit peu régler ses entrées d'eau. Moi c'est vraiment les étangs, donc je me déplace d'étang en étang. Donc Ragondin, etc., toute possibilité.
Et donc, j'ai 4 possibilités de lieux de contamination dans le délai des 21 jours. Ça a commencé un lundi soir, très très grosse fatigue, mais à plus rien faire. Le lendemain, grosse fièvre, la grippe. Voilà. J'ai jamais eu la grippe. Jamais. Mais voilà. Alors si, précision quand même, c'était pendant le 2e confinement. Donc 2020, novembre 2020, fin novembre 2020. Ça c'est le mardi, je passe la journée sur le canapé à rien faire. Mercredi matin, j'appelle la maison médicale. Ah ben non, test Covid. Donc, arrivé au centre de test, l'infirmière qui me voit, ah bah vous c'est sûr vous l'avez, le Covid bien sûr. Bon, on fait le test, ça part, résultat du soir négatif. Oh, bon donc le lendemain matin, on arrive le jeudi, prise de rendez-vous, à midi rendez-vous avec le généraliste, et puis donc les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, la très grosse fièvre, diarrhée, vomissement. En fait, la gastro plus la grippe. Ouf. Et je vois le médecin qui se gratte la tête. Pas de Covid, c'était vérifié. Pas d'épidémie de grippe à ce moment-là, pas d'épidémie de gastro. Je ne comprenais pas du tout. Et donc, j'étais sensibilisé à la leptospirose. Donc, je lui dis, est-ce que ça ne pourrait pas être la leptospirose ? Le médecin, généraliste, donc il n'y en a pas parmi vous ce soir, regarde sur Google pour vérifier. Ah, ça correspond. Il y a tout qui correspond. Bon, rappelle l'infirmière qui était partie, l'a fait revenir, prise de sang dans la demi-heure. L'infirmière avait elle-même bloqué l'expédition des échantillons de sang au laboratoire. Le soir même, enfin même dans l'après-midi, résultat, vous êtes attendu à Trousseau, donc c'est l'hôpital de Tours, vous êtes attendu à Trousseau le plus rapidement possible. Bon, donc j'arrive à Trousseau vers 19h, première injection d'antibiotiques, alors je ne sais pas lesquels c'était, je ne me souviens plus. Dans la nuit, on m'a transféré donc des urgences de Trousseau jusqu'aux maladies infectieuses à Bretonneau, qui est l'autre hôpital de Tours. Enfin, c'est le même CHU, mais bon, le deuxième pôle. Et à 3h30 du matin, pris de convulsions. L'infirmier n'arrivait pas à me calmer. Bon, ça s'est passé. Et puis bah voilà, ça a été après, mais j'ai remis 4-6 mois à réacquérir un niveau de santé à peu près équivalent à ce que j'avais avant. Et encore, je ne suis pas sûr d'être revenu à l'état antérieur. Et les antibiotiques, vous les avez eus pendant combien de temps ? 3 jours en intraveineuse. C'est tout, oui, d'accord. Oui, c'est 5 jours. 5 jours. J'ai eu 5 injections. La première à minuit. Je suis resté 3 jours à l'hôpital, 3 jours et demi à l'hôpital. La première en arrivant à 20h. Après, je me souviens plus. Et je sais qu'ils auront attendu de me faire la dernière injection pour me relâcher. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez une idée de la porte d'entrée J'ai plein d'idées de la porte d'entrée. C'est ça mon problème. Parce que j'imagine que vous travaillez en waders avec des gants. Je travaille en waders avec des gants, mais bon, l'eau passe par-dessus les gants. Oui. Donc ça rentre dedans. En plus, c'est un peu plus chaud à l'intérieur des gants. Donc potentiellement, ça peut aggraver la possibilité. On travaille aussi autour de la table de tri. Il y a les poissons qui sautent. Et puis on discute, on est 5-6 autour de la table de tri, donc voilà, on discute. Alors potentiellement, il y a un poisson qui éjecte un peu de mucus potentiellement contaminé. Voilà, j'ai plusieurs solutions, mais... Merci beaucoup de votre témoignage, merci. Merci à vous.